Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien en exclusivité depuis Moscou à l'occasion de l'entretien que vous avez eu avec Vladimir Poutine, 2 heures dans sa datcha à côté de Moscou. Merci d'être venu surtout, c'est important. Une semaine après Bachar el-Assad, l'ancien président de la République que vous êtes se retrouve dans le bureau de Vladimir Poutine alors que Paris, Bruxelles, Washington s'inquiètent des bombardements syriens, des bombardements russes sur la Syrie. Est-ce que de votre part, c'est une forme de diplomatie parallèle, une forme de provocation? Mais non, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir des convictions? La vie politique meurt d'absence de conviction. Il n'y a plus aujourd'hui de différence entre politique étrangère et politique nationale. Le monde est tellement interdépendant. J'ai toujours pensé, j'ai toujours considéré que la Russie est une grande puissance mondiale, que le monde a tellement de problèmes à gérer, le climat, la guerre, le terrorisme, l'explosion démographique, l'immigration incontrôlable, est-ce qu'on a besoin en plus de se rajouter une nouvelle guerre froide qui ne dirait pas son nom avec la Russie? J'ai eu à gérer avec les dirigeants russes, à l'époque, en 2008, une crise grave qui était la crise géorgienne. Rappelez-vous, les chars russes que nous arrêtons à 40 km de Tbilissi. Eh bien, cette expérience d'une crise m'a permis de constater qu'on pouvait parler avec les dirigeants russes, et notamment Vladimir Poutine, et que justement parce qu'on avait des désaccords, il fallait se déplacer pour parler. Je ne veux pas, je ne me résous pas à ce climat de guerre froide qui est inutile et contre-productif pour tout le monde. Manuel Valls, ce soir, vous demande de ne pas mettre en cause la position de la France. Est-ce que vous ne prenez pas le risque d'être instrumentalisé par Vladimir Poutine qui pourrait y voir une forme de deuxième voie de la France? Moi, je ne veux pas polémiquer avec M. Valls. On a parlé avec M. Poutine de choses tellement plus importantes que la petite politicaille. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Il faut tourner la page de la crise ukrainienne en convainquant M. Poutine d'appliquer complètement l'accord de Minsk. Et il faut faire en sorte qu'en Syrie, qui est un drame, au lieu d'avoir 2 coalitions, une coalition avec les Américains et une coalition avec les Russes, il n'y en ait qu'une seule contre un seul ennemi commun qui est Daesh. Est-ce que d'après vous, ça ne vaut pas la peine qu'on se déplace pour parler au fond des choses et pour porter ce message que l'Europe a besoin de la Russie, que la Russie a besoin de l'Europe? Mais François Hollande dit Poutine n'est pas notre allié. Vous dites le contraire? On ne peut pas réduire un pays à la qualité ou à la personnalité de son président ou de son dirigeant. La Russie, placée où elle est un peu asiatique, beaucoup européenne. Mais la Russie, c'est certains disent qu'elle est eurasiatique. Le destin de l'Europe et le destin de la Russie, c'est de travailler ensemble. Mais comment imaginez-vous les relations internationales? Moi, je les imagine par le dialogue et par le rapprochement. Notre continent, Grief, a été pendant 60 ans dramatiquement séparé par un mur de fer qui a privé de la liberté des millions d'Européens. Aujourd'hui, les désaccords doivent être surmontés. Ils ne peuvent être surmontés que par le dialogue. J'ai des désaccords avec M. Poutine. Nous en avons parlé. Cela participe, me semble-t-il, d'un compromis qu'il faut trouver. L'Europe n'est pas l'adversaire de la Russie. La Russie n'est pas l'adversaire de l'Europe. Et à l'inverse de M. Obama, moi je considère que la Russie est une puissance mondiale et pas simplement une puissance régionale. Mais il y a un dialogue. Vladimir Poutine il était en France le 2 octobre avec Mme Merkel, avec M. Poroshenko, il a parlé avec François Hollande. Vous avez un peu critiqué François Hollande, vous avez dit c'est plus facile de rester les bras ballants dans son château fort. Je ne veux pas polémiquer avec M. Hollande et qui que ce soit spécialement de la place rouge où nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai pensé au moment de la crise ukrainienne qu'il eût été tellement plus productif de parler tout de suite avec les dirigeants ukrainiens pour leur dire ne retirez pas l'usage du russe et de parler avec M. Poutine pour dire la Crimée c'est une question, l'Ukraine c'est une autre question, l'Ukraine est un pays souverain et un pays indépendant. Ma conviction c'est que plus on laissait le temps passer, plus c'était difficile de le régler. Nous avions pu régler la crise géorgienne en 4 jours. J'ai pensé
qu'au lieu d'avoir des contacts entre guillemets indirects, il fallait parler avec M. Poutine, qui représente la Russie et qui est un interlocuteur à qui on peut dire un certain nombre de choses. Maintenant, il y a la Syrie. Oui, Je n'ai cessé d'appeler à la participation de la Syrie à la résolution de la crise syrienne. Mais il n'y a pas de dialogue aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Vous considérez que la France est hors jeu? C'est ce que vous nous dites? Je ne dis pas ça. Enfin, à ma connaissance, la France n'était malheureusement pas invitée, pas plus que l'Europe, à Vienne. C'est pas moi qui l'ai inventé. À la réunion d'avant-hier, mais elle y sera demain. Tant mieux. J'ai d'ailleurs dit à M. Poutine qu'il fallait inviter l'Europe et la France, parce que s'il y a une Syrie, c'est parce qu'à l'époque, la France l'a voulu. Mais aujourd'hui, pour sortir du guêpier, du drame syrien, il y a 10 millions de personnes qui espèrent venir en Europe à la suite du drame syrien. C'est l'intérêt fondamental du monde de trouver une solution. Pour trouver une solution à ce drame, il faut que la Russie soit intégrée dans le processus. Il me paraît assez normal que l'ancien président de la République et l'actuel chef de l'opposition aillent discuter avec un chef d'État, aujourd'hui en Russie, comme je l'ai fait il y a quelques semaines en Tunisie, comme je serai dans quelques mois en Chine, parce que les affaires du monde participent aussi de la préparation de l'alternance. Mais non. Vous faites le président bis? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Il n'y a qu'un seul président de la République, c'est François Hollande. Il mène une politique que je combats. Je n'en dirai pas un mot de l'étranger. Mais en tant que responsable de l'opposition, en tant qu'ancien président de la République, il est de mon devoir et de ma responsabilité de contribuer à défendre les industries françaises et la position française en mettant en quelque sorte en accord mes actes et mes convictions. Je pense que nous avons besoin d'un accord loyal et franc avec la Russie. Alors que vous a dit Vladimir Poutine? Vous avez passé 2 heures avec lui. Vous lui avez demandé, comme c'est la ligne française, qu'il bombarde d'abord Daesh et pas seulement les adversaires de Bachar el-Assad? Je ne sais pas ce que vous entendez par ligne française, parce que ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une position de M. Hollande, toute autre position serait illégitime. J'ai ma propre position. Si vous m'interrogez sur ma position, je vous fais une grande révélation. Je ne suis pas le porte-parole de M. Hollande, qui a déjà bien assez de mal à porter sa parole. S'agissant donc, si vous demandez mon avis, je vais vous le donner bien volontiers. J'ai dit à M. Poutine que nous avions un ennemi commun qui s'appelait Daesh. Et que les bombes russes, comme les bombes européennes, comme les bombes françaises, comme les bombes américaines, doivent tomber sur ces barbares de Daesh, et non pas sur l'opposition nationaliste. C'est un message que je lui ai fait passer, pas de la part de M. Hollande. Si vous me permettez, je me suis fait mon propre porte-parole parce que c'est ma conviction. De la même façon, lui ai-je dit, Bachar el-Assad. Bachar el-Assad a la responsabilité de 250 000 morts sur ses épaules. C'est pas rien. Il n'y a pas tous les jours un chef de l'État qui envoie l'aviation sur sa propre population. Bachar el-Assad a utilisé l'arme chimique. À l'époque, M. Obama avait dit que c'était la ligne rouge. Bachar el-Assad ne peut pas représenter l'avenir de la Syrie. Mais en revanche, et je dis à M. Poutine, le parti Baas, la minorité alawite, peut-être même l'entourage et les amis de Bachar el-Assad, naturellement sont appelés, doivent être appelés à participer à la réconciliation nationale et à la reconstruction de la Syrie. La Syrie ne se reconstruira pas sans les Syriens. C'est un message que j'ai voulu lui porter, parce que ce sont des convictions très profondes, ancrées très profondément en moi. Enfin, j'ai dit à M. Poutine que je ne comprenais pas pourquoi on exclut la Russie du G8, justement parce qu'il y a des désaccords, il ne faut pas davantage parler. Parce que si on ne parle qu'à des gens avec qui on n'a que des accords, la conversation s'arrêtera vite. Et je lui ai dit aussi que les sanctions faisaient souffrir la Russie, mais qu'elles faisaient souffrir en Europe et en France, notamment nos malheureux agriculteurs et nos éleveurs. Vous êtes pour la levée des sanctions? Je suis pour la levée progressive des sanctions. Mais qui peut penser qu'on va convaincre les Russes? À quelles conditions? Qu'on va convaincre les Russes par la sanction. À quelles conditions? L'application stricte, immédiate de l'accord de Minsk. Cet accord doit être appliqué. M. Poutine a fait un geste significatif qui a été salué comme tel par la communauté internationale. L'annulation, vous le savez, des élections unilatérales prévues en octobre par les séparatistes. C'est un geste qui va dans le bon sens. Profitons de cette dynamique positive pour une fois dans la crise ukrainienne, pour lever progressivement les sanctions, pour poser des conditions
pour jalonner la levée de ces sanctions qui nous font beaucoup de mal et qui créent une déstabilisation économique également en Russie. C'est l'intérêt bien compris. Et vous voyez, Ruth Krief, c'est ça aussi la politique. La politique, c'est de construire des relations, c'est d'élaborer des compromis, c'est d'essayer de chercher des solutions. C'est pas simplement de s'attaquer les uns les autres dans un ping-pong qui n'intéresse personne. D'ailleurs, si vous êtes venus, c'est bien parce que vous espériez cette discussion. Sinon, pourquoi seriez-vous venu? Je suis venue parce que c'est très intéressant et très important pour le monde entier. Mais j'ai le sentiment que par ailleurs, il y a une diplomatie française et il y a aussi, à la limite, dans ce que j'entends beaucoup de proximité avec la ligne officielle défendue par Paris. Mais je ne suis... Mais c'est la raison pour Alors laquelle... pourquoi, pourquoi être venu? C'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de polémiquer avec M. Valls. Mais moi, je ne défends pas ses idées parce qu'elles sont celles de M. Hollande, comme je ne défendrai pas le contraire, parce que ça serait le contraire de M. Hollande. Je les défends parce que ça a toujours été ma conviction. Pourquoi je suis venu? Vous savez, je vais vous dire une chose. D'abord parce que M. Poutine a souhaité que je vienne. Et ça m'intéressait de discuter avec lui, que nous avons des relations anciennes, que nous avons eu à régler dans le passé du fait de mes fonctions des crises. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Vladimir Poutine? Comment discuter avec lui? Et est-ce qu'on peut lui faire confiance? Parce qu'il nous a dit qu'il allait bombarder Daesh. On s'est rendu compte qu'il bombardait peut-être des positions de la résistance anti-Bachar el-Assad. Et donc, il y a une forme de méfiance aujourd'hui vis-à-vis de Poutine. Vous savez, la méfiance, d'abord... Mais est-ce qu'il vous a promis quelque chose? Est-ce qu'il vous a donné une information sur l'avenir? Je ne suis pas le porte-parole de M. Poutine. Et ça ne nous a pas échappé. La question de la confiance, c'est un mot que vous venez de prononcer qui est un mot extrêmement important. Vous savez pourquoi la paix entre les Israéliens et les Palestiniens n'a pas eu lieu encore? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Parce que chacun du côté du fleuve attend que l'autre fasse un premier pas. Quand je suis venu à Moscou en août 2008, toute la diplomatie française était opposée à mon déplacement. Pourquoi? On ne peut pas lui faire confiance. Mais si chacun aurait sur notre quant à soi, le monde ira au précipice. Aujourd'hui, on peut lui faire confiance. C'est ça que je vous demande. Est-ce que ces rendez-vous nous permettent d'avancer? Je ne me mets pas à la place du président français. Non, mais à toute la communauté internationale. En tout cas, ce rendez-vous permet de rapprocher les positions et de mieux se comprendre. Et les relations internationales, c'est que des gens qui ont des responsabilités, soit parce qu'ils sont au pouvoir, soit parce qu'ils sont dans l'opposition, puissent se parler. Nous nous connaissons. La question que m'est posée, est-ce qu'on peut parler avec M. Poutine? La réponse est oui. Et d'ailleurs, comment pourrais-je dire autrement? Il y a 150 millions, 160 millions d'habitants en Russie. M. Poutine est leur président. Personne ne conteste que M. Poutine jouit d'une certaine légitimité, d'une certaine popularité. Voudriez-vous qu'on ne parle pas avec lui? Non, on parle. On n'a pas assez de problèmes dans le monde? J'ai compris, on parle. Mais est-ce que maintenant, vous nous dites, il est prêt à lâcher Bachar el-Assad? Il est prêt à faire cette union des deux coalitions? C'est pas ce que je vous dis. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous répond là-dessus? D'abord, il entend le discours de quelqu'un dont il sait, en l'occurrence moi, je suis un ami sincère de la Russie, qui lui demande qu'il n'y ait qu'une seule coalition, parce que c'est l'intérêt du monde, c'est l'intérêt de la Russie de mettre un terme aux agissements de Daesh, et c'est notre intérêt à nous tous. Je crois qu'il y est prêt. Sur Bachar al-Assad, est-ce que vous croyez que M. Poutine n'a pas d'expérience? Que lui-même ne s'interroge pas sur le fait que sans les milices chiites iraniennes et sans l'aviation russe, qu'est-ce qui serait aujourd'hui M. Bachar el-Assad? Donc la question n'est pas de construire l'avenir sur Bachar el-Assad, personne ne le souhaite en vérité. Ni Vladimir Poutine, il ne le souhaite pas. Vladimir Poutine considère que ce n'est pas à nous de choisir qui décidera de l'avenir de la Syrie. Je peux entendre ce raisonnement, mais de la même façon, je crois qu'il doit entendre le mien, et je suis d'un certain nombre d'autres, qui pensent que quand on a sur la conscience 250 000 morts de son propre pays, c'est difficile de construire la réconciliation nationale sur un tel bilan. Et je pense que par la confrontation de ces idées, nous n'avons pas la même position. Mais la confrontation, comment dire, franche, sincère, apaisée, on peut trouver des compromis. Vous avez remarqué que ces derniers mois, en France, il y a une forme de fascination pour le personnage Poutine, pour la personnalité, pour sa forme de pouvoir. Je ne dirais pas de fascination, si vous me le permettez. Je dirais qu'il y a des modes en France. Des modes qui sont d'ailleurs souvent portés par les élites. Il y a la mode du bashing, qui succède ou qui précède la mode de la fascination, comme vous dites. Mais je pense que ça participe
pardon, d'un manque d'information. Mais... Ceux qui pariaient sur la disparition de la Russie au lendemain de la chute de l'Union soviétique ne connaissent pas l'histoire de ce pays. Il y a peu de pays au monde qui ont connu des bas aussi bas que la Russie et des hauts aussi hauts que la Russie. Est-ce que vous partagez cette admiration pour la personnalité, la forme de pouvoir de Poutine? Non, mais M. Poutine, c'est quelqu'un que je respecte, oui. Est-ce qu'il faut un Poutine en France, par exemple? Mais la France est la France. Mais à Est-ce qu'il faudrait cette forme de tous ceux pouvoir qui critiquent M. Poutine, d'ailleurs, ils le critiquent de loin. Mais enfin, aujourd'hui, qui peut dire que la Russie serait plus stable sans M. Poutine? En tout cas, moi, je ne suis pas russe. C'est pas moi de porter jugement. Je peux porter un témoignage devant mes compatriotes. Quand les chars russes étaient en Géorgie, que je suis venu ici, M. Poutine m'a dit: je les arrête et nous nous replierons sur l'Ossétie et sur l'Abkhazie. Qui l'a gardé? Qui l'a gardé? Le problème de l'Ossétie et l'Abkhazie, comme vous le savez, c'est un problème qui remonte à des décennies. Je ne dis pas que le compromis que nous avions trouvé était parfait. J'observe simplement que la Géorgie est un pays libre aujourd'hui et que quand j'ai été en Géorgie, les gens m'ont plutôt vu comme un ennemi que comme un adversaire. Juste pour résumer, Nicolas Sarkozy, pour conclure cette première partie. Résumer. Non, mais est-ce que vous, personnellement, vous demandez le départ immédiat de Bachar el-Assad, comme vous l'aviez fait en 2011 et en 2012? Je considère que Bachar el-Assad ne peut pas représenter l'avenir de la Syrie, que la question des modalités de son départ est posée et qu'il ne faut pas en faire un préalable. À l'arrivée, il ne sera pas là. Est-ce que ça doit prendre des semaines ou des mois? On peut en discuter. La situation est trop grave et trop compliquée pour qu'on en fasse un préalable. Et je pense que Bachar el-Assad, c'est une chose, et son parti, c'en est une autre. Merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant, bien sûr. Vous connaissez la formule, juste après le journal de Rachid Embarki. Bonsoir Nicolas Sarkozy, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie d'émission en direct de Moscou après l'entretien que vous avez eu avec Vladimir Poutine pendant 2 heures dans sa datcha à Moscou, un entretien qui a suscité de nombreuses réactions, on vient de les évoquer. On a l'impression que ça s'accélère sur la Syrie, il y a une conférence demain, on a l'impression qu'il y a un tournant. Sans doute parce que la vague de migrants touche beaucoup l'opinion publique et qu'elle les émeut, qu'elle déstabilise en partie les opinions publiques. Vous-même, comme homme politique, vous vous en tenez compte. Écoutez, tant mieux que ça s'accélère parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Peut-être vous souvenez-vous, c'est pas pour faire l'intéressant, pour dire que j'avais eu raison, dès juillet 2012, oui, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais demandé l'intervention. Donc, ce ne serait le dernier à critiquer que ça s'accélère. Et je vais même aller plus loin, je pense qu'on a besoin de tout le monde. J'ai dit ce que je pensais de la participation de la Russie, mais je pense que l'Arabie Saoudite, les sunnites, l'Iran, les chiites, qui acceptent d'être avec la Turquie et l'Europe autour de la table de négociation, c'est indispensable. Parce que dans cette Syrie si compliquée et si magnifique, tout le monde a son mot à dire, il y a un jeu d'influence qui fait qu'à un moment donné, tout a explosé. Et il faut que tout le monde soit autour de la Syrie pour ramener le calme et faire en sorte que les quelques 20 millions de Syriens, ils aient vocation à vivre en Syrie et non pas à émigrer en Europe. Justement sur ces migrants, vous tenez compte de cette inquiétude des opinions publiques et c'est normal pour un homme politique. Néanmoins, est-ce que vous êtes obligé de parler de fuite d'eau ou bien encore de millions et de millions de migrants qui poussent? C'est votre discours à Reims. Est-ce que vous ne participez pas dans ces cas-là à une forme de psychose qui jette les électeurs dans le bras des extrêmes? Pour vous, c'est normal que vous me posiez la question. Mais comment considérez-vous vos propres téléspectateurs? Vous pensez que ceux qui nous regardent, ils boivent nos paroles en oubliant le passé, qui ne sont pas eux-mêmes très lucides? Oui. Parlons des millions. J'ai parlé effectivement de millions. Des millions et des millions qui poussent. C'est comme le spectre d'une invasion. Pardon. Est-ce que c'est Peut-on s'y tenir? Ce chiffre, je ne l'ai pas inventé, Ruth Elkrief. La semaine dernière, j'étais à Bruxelles et je participais à un déjeuner avec Mme Merkel, M. Rajoy, M. Tusk. Donald Tusk, le président. Donald Tusk, le président du Conseil européen, un homme polonais, pour qui j'ai beaucoup de considération, qui revenait lui-même d'une tournée qu'il avait emmenée en Turquie, au Liban, et je crois que le troisième pays, c'est la Jordanie. C'est lui qui vous a parlé de millions, c'est ça? Pardon, je vais vous donner un chiffre. Je ne plaisante pas, et surtout avec ces choses-là. Bien sûr.
Il nous a indiqué, le chiffre c'est lui qui l'a indiqué, 10 millions de personnes. Quand, dont 4 venant de la Syrie. Aujourd'hui, à la minute où nous parlons, il y a 4 millions de Syriens qui ont quitté la Syrie, qui sont quelque part entre la Turquie, le Liban et quelques autres pays, et 7 millions qui sont déplacés. Et plus tous les autres. Donc, quand on a parlé des quotas qui concernaient 150 000 personnes, j'ai dit une chose, c'est un mensonge, et le bon chiffre pour évaluer la vague migratoire à laquelle nous sommes confrontés, c'est un chiffre de plusieurs millions. Tout autre chiffre qui serait mis sur la table serait un élément d'un mensonge. Donc il faut avoir peur, donc il faut Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Donc il faut... Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Est-ce que le résultat, c'est pas aller voter pour les extrêmes que... Parce que vous, quand vous allez voir un médecin, que vous avez une grave maladie, qui vous dit « vous inquiétez pas, dormez tranquille », ça vous rassure? Moi, c'est plutôt le manque de lucidité qui m'inquiète. Nous sommes confrontés, Mme Ruther-Krief, à la plus grande vague migratoire que l'Europe ait jamais connue. Dire cela avec lucidité et avec calme, ce n'est pas affoler les opinions, c'est au contraire... Des millions qui poussent derrière. Mais enfin, je sais pas, 10 millions, c'est quoi pour vous? Si vous préférez 10 millions, je vous dis 10 millions. C'est le chiffre. En tout cas... C'est votre chiffre. Non, c'est pas mon chiffre. C'est celui du président du Conseil européen et c'est celui de tous ceux qui regardent ces questions avec sérieux et non pas dans le seul but de se donner une posture. Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Ça, c'est la vérité. Ça doit nous amener à changer Schengen de fond en comble, à réfléchir à une nouvelle politique d'immigration commune et à dire quelque chose. C'est que ces malheureux qui viennent de Syrie, fuyant la guerre, à la minute où la paix est revenue en Syrie, on vient d'en parler, ils ont vocation à retourner en Syrie et non pas à s'installer en Europe. Justement, les migrants, vous êtes extrêmement circonspects, on vient de le comprendre. Angela Merkel leur ouvre les bras. Vous voulez Schengen 2, vous l'avez dit et répété, elle ne le veut pas. Elle va en Turquie pour reparler d'adhésion, vous l'excluez. Si vous revenez au pouvoir, le couple franco-allemand serait beaucoup moins solide que par le passé. Non. D'abord, Mme Merkel a toujours été opposée à l'entrée de la Turquie en Europe, à ma connaissance. Peut-être que vous allez m'expliquer la position de Mme Merkel, que j'ai beaucoup fréquentée, comme vous le savez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec elle surtout? On dirait que non. Je ne critique pas les Allemands parce que je tiens trop compte de l'importance de l'axe franco-allemand. Pour autant, vous croyez que Mme Merkel n'est pas consciente des problèmes qu'elle a en Allemagne, qui vient de recevoir 800 à 850 000 immigrés supplémentaires? Vous ne lisez pas la presse allemande? Vous ne voyez pas que ça porte des tensions? Je comprends. Quant à la Turquie, c'est un grand pays. Je voudrais qu'on parle de la relation franco-allemande, parce qu'il y a une grande différence. Non, mais juste, sur la Turquie, qui est un grand pays, une grande civilisation, dont nous avons besoin, avec qui il faut dialoguer. Le dialogue n'est pas le chantage. La Turquie est en Asie mineure, très précisément. La Turquie n'a pas vocation à devenir le 29e ou le 30e État de l'Union européenne. Est-ce que vous vous entendrez, comme par le passé, avec Angela Merkel? Mais je m'entends toujours avec Angela Merkel. Et si demain il y avait un autre chancelier allemand, et si j'avais d'autres responsabilités, ma conviction absolue, c'est que l'Europe a besoin d'un couple franco-allemand qui montre la voie, qui apporte une vision et qui montre le chemin. Pourquoi, Mme Ruther-Krief? Pour une raison simple. C'est parce que pendant 3 siècles, les Français et les Allemands se sont affrontés par la guerre tous les 30 ans. Je sais bien. C'est une responsabilité historique. Et je pense qu'un dirigeant français comme un dirigeant allemand, compte tenu de ce passé historique, ils n'ont pas le droit de se critiquer parce que c'est trop grave. Vous êtes en Russie aujourd'hui, vous étiez, vous l'avez dit, à Madrid, en Tunisie, en Israël, dans les territoires palestiniens, au Maroc. C'est clair. Vous vous projetez dans un destin qui vous ramènerait aux commandes de la France. Le monde m'a toujours passionné, j'ai toujours voyagé. Et je pense d'ailleurs que l'un des problèmes de la vie politique française, c'est un trop grand nombrilisme qui fait qu'on se passionne pour la petite actualité du moment en ignorant une réalité. Pas notre cas. En ignorant, bien sûr, en ignorant une réalité. C'est que nous sommes 68 millions de Français, qu'il y a 7 milliards d'individus sur Terre, que dans 30 ans, nous serons 9 milliards sur la Terre et que chaque année, il y a 50 millions d'êtres humains de plus. Peut-être
que nous les Français, il nous faut intégrer l'idée que nous ne sommes pas les seuls sur la planète. Peu de Français en doutent, mais quand on vous voit encore aujourd'hui si passionné par la politique internationale et la politique en général, ben on se dit, il est candidat à la primaire de la droite et du centre, il n'y a pas de doute. On doit se dire, bon, il est toujours jeune. C'est dû au fait que j'ai une fille de 4 ans, sans doute ça. Non, vous êtes candidat à la passion. primaire et vous essayez de réinstaller cette image de l'homme aux commandes et de l'homme qui voyage dans l'esprit des Français. Madame Routéquet, je n'ai rien du tout à réinstaller. C'est déjà installé. Je n'ai eu que le plaisir de vous dire oui quand vous m'avez demandé de me suivre à Moscou. Si vous me l'avez demandé, expérimenté comme vous l'êtes, c'est que vous y trouviez, et je vous en remercie, un intérêt. Vous dites, je suis passionné, oui, passionné, je ne suis pas blasé. Je pense qu'une partie de l'avenir de mon pays, je pense que la vocation à l'universel de la France se joue aussi dans les relations que nous avons avec l'étranger. Quand vous êtes revenu en politique, il y a un an maintenant, alors que vous aviez évoqué le fait de peut-être lâcher la politique, on se dit... Je n'avais pas évoqué, j'avais lâché la vie politique pendant 3 ans. Et vous y revenez, on se dit, on ne peut pas se passer de ça, et en fait, quand on a été président de la République, on ne peut pas se passer de le redevenir. On ne peut pas ne pas aspirer à le redevenir. Vous voyez comme un drogué, quoi. Quelqu'un qui ne peut pas débrancher comme ça, espèce de frénétique. Et si tout simplement vous disiez une chose, mon parti, après mon départ, s'est divisé en querelles pas toujours dignes. Le Front National s'est imposé comme une grande force politique dans le pays, ce qui me pose un problème. Et on ne peut pas dire que l'action de M. Hollande, je n'en dirai pas plus, soit absolument couronnée d'un contentement français incontestable. J'y peux rien, j'ai la France en moi, ça me passionne. J'avais une responsabilité, un devoir. J'ai choisi de revenir pour redresser ma famille politique, pour préparer un projet d'alternance, pour gagner les départementales, gagner les régionales, pour me remettre au niveau de tous les problèmes et les grandes questions du monde. Voilà. Alors vous me dites, vous êtes candidat, vous n'en savez rien, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu. Je sais qu'il y avait eu l'appel de Genève à un moment, mais il n'y aura pas l'appel de Moscou, je ne suis pas candidat. L'appel de Rome, etc. Il n'y aura pas l'appel de Moscou, mais quand même, il y a peu de gens qui en doutent. Eh bien écoutez, ça c'est leur droit. Mais est-ce que vous m'accordez une certaine sincérité dans mon engagement? J'ai un travail à faire. Un travail très difficile qui a consisté à redonner de l'unité à la famille politique et à préparer l'alternance, notamment venir à Moscou. C'est plus difficile que prévu. Et moi, je voudrais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous êtes à Moscou, vous allez parler avec Poutine. François Fillon fait une tribune dans laquelle il s'exprime sur les relations avec la Russie. Il dit la France est hors jeu, il est très sévère. Alain Juppé fait également... Il dit la même chose que moi alors. Il dit que la France est hors jeu, et Alain Juppé qui dit aussi, qui fait une longue tribune et un blog. On dirait qu'ils ne veulent pas vous laisser un pouce de terrain. C'est plutôt sympathique. Vous trouvez? Ils disent la même chose que moi. Mais que ma famille politique ait des grandes voix qui s'expriment, tant mieux, vous voulez que je fasse taire tout le monde? Pourquoi? Mais la compétition a commencé, quoi. En tout cas, pas dans mon esprit, pas pour moi. Il y a 6000 Français qui travaillent et qui vivent en Russie aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est un enjeu électoral majeur. L'enjeu, pour moi, fondamental, c'est de comprendre pourquoi, sournoisement, subrepticement, une guerre froide qui ne dit pas son nom était en train de s'installer. Je ne veux pas de cette guerre froide entre la Russie et l'Europe. Est-ce que c'est vrai que vous allez publier un livre personnel de projet, mais aussi d'autocritique sur ce quinquennat, sur votre quinquennat? Ça fait 4 ans qu'on annonce que je vais publier un livre. Peut-être que j'irai en librairie l'acheter quand je le verrai, mais à ma connaissance, ce n'est pas le cas et je n'en ai pas écrit, non. Vous n'allez pas publier de livre? Non, vous n'allez pas faire une forme de droit d'inventaire, vous savez, c'est l'expression qu'on a utilisée dans le passé. Parce que je veux dire, si je fais un livre, soit on dira c'est ses mémoires, donc il ne sera pas candidat, soit on se dira c'est son projet, donc il sera candidat. Non, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. L'actualité, c'est les régionales. Manuel Valls a dit mardi soir, nous ferons tout pour empêcher que le Front National remporte une région. Vous partagez ce principe? Je veux faire tout pour que les régions soient bien dirigées. Et pour cela, on a mis des bons candidats partout. Et je vois bien que le Front National fait de nous l'adversaire privilégié.
Il y a 2 combats emblématiques, l'un en Provençal-Côte d'Azur, où Christian Estrosi mène une campagne remarquable, l'autre, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, où Xavier Bertrand est vraiment un candidat extrêmement pugnace. Je ferai tout pour que nos candidats gagnent. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas que Mme Le Pen ait la moindre solution au problème du pays. Est-ce que cela peut passer par un rapprochement entre le Parti socialiste et vous? Non, pas ni de rapprochement, ni de fond républicain. Chacun prendra ses responsabilités et analysera les résultats au premier tour. Vous avez passé un coup de téléphone à Jean-Christophe Cambadélis, ou plutôt lui, à propos d'une émission de télévision sur Marine Le Pen, et on s'est demandé si cela préfigurait un rapprochement. M. Cambadélis m'avait écrit des choses que je trouvais sensées. Il considérait que ce n'était pas le rôle du service public de faire la publicité de Mme Le Pen, qu'il avait invitée à 5 reprises. J'ai considéré que ce qu'il disait était raisonnable, et donc j'ai saisi avec mes amis le CSA, et la décision a été prise par le CSA. C'est très bien ainsi. Ça ne préfigure aucun rapprochement pour vous? Et après avoir été désigné comme l'adversaire quotidien, régulier, indestructible de M. Hollande, voilà que vous me prêtez des intentions avec lui. Non. Même vu de Moscou, je ne me rapproche pas de M. Hollande. Toute dernière question. Henri Guénaud, qui est un de vos proches, a dit qu'il respectait et qu'il pouvait travailler ponctuellement avec Marion Maréchal Le Pen. Henri Guénaud n'était pas. Il est l'un de mes proches. Il a dit d'autres choses que j'approuve, comme qu'il n'accepterait jamais d'être dans une majorité avec le Front National. Et les propos qu'il a tenus sur Marion Maréchal, je ne les aurais pas tenus moi-même. Vous les désapprouvez? Je ne les aurais pas tenus moi-même. Toute dernière question. Sepp Blatter a dit que la Coupe du Monde de 2020 avait été accordée au Qatar après un déjeuner entre vous et Michel Platini. Voilà encore un autre qui me prête beaucoup de pouvoir. Je n'avais pas cette ambition ni de diriger le PSG, ni d'attribuer à qui que ce soit la Coupe du Monde. Mais vous le remercierez quand même pour moi. C'était sans doute une allusion qui fait écho à sa grande amitié pour Michel Platini. Vous avez un dernier message pour les Français qui vous écoutent, vous suivent, mais il y en a certains qui peuvent être aussi déçus ou inquiets. Le monde est beaucoup plus compliqué qu'il l'était il y a encore quelques années, y compris lorsque j'étais président de la République. On peut se dire, mon Dieu, c'est tellement compliqué, on n'y comprend rien. Et puis on peut se dire, ce qui est mon cas, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il va nous falloir faire preuve d'imagination. Il y a des possibilités extraordinaires dans le monde de demain, qui devient multipolaire, avec tous les pays qui sont dans une compétition féroce. Il faut envisager un nouvel ordre mondial. Et mon Dieu, c'est plus passionnant qu'à l'époque où il y avait le mur de Berlin. Et si on m'avait dit à l'époque qu'un jour je serais avec vous sur la place Rouge, qu'on pourrait faire une émission de télévision comme cela, avec la démocratie naissante qui progresse, mais qui n'est pas parfaite, nulle part, notamment en Russie. Notamment pas en Russie. Écoutez, bien sûr, en tout cas on est là, personne ne nous contrôle, et on n'aurait pas dit, vous et moi, il y a 30 ans, que ça aurait été possible. Parce que j'étais venu ici, c'était pas la même ambiance. Alors bien sûr, il y a beaucoup de progrès à faire. Et chez nous aussi, il y a des progrès à faire. Merci en tout cas de m'avoir invité. Merci beaucoup.